Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec le colonel Régis Chamagne, toujours évidemment sur l'OTAN, l'armée. On a été en Chine, on a été en Russie, on a vu un peu cette géopolitique mondiale, et maintenant évidemment on va passer aux questions des métanautes, qui sont évidemment tellement nombreuses, on ne pourra pas répondre à tout, autant vous le dire d'avance, il y aura des déçus. Alors j'ai déjà une question d'Erani qui dit « Bonsoir colonel, l'armée et l'industrie militaire allemande subissent-elles le même sort de démantèlement ou prennent-elles le dessus sur l'armée française au niveau des forces de l'Union européenne et de l'OTAN ?» En s'agissant de l'industrie, je l'explique dans ma conférence sur la défense française, l'Allemagne est en train de prendre le contrôle de l'industrie d'armement européenne, et en particulier de voler l'industrie française. D'accord. Donc il n'y a pas de doute, et y compris de prendre la main sur des éléments qui relèvent de notre souveraineté exclusive, comme le missile M51, qui est développé par la société Airbus, qui est sous contrôle allemand, sous contrôle opérationnel allemand. La chaîne de commandement d'Airbus militaire est commandée par des Allemands. Donc, ils sont en train de récupérer un peu notre savoir-faire, c'est ça notre technologie. D'accord. Ils prennent des décisions, quoi. Alors, on me demande aussi, est-ce que le colonel pourrait-il revenir sur l'épisode des missiles envoyés sur la Syrie à l'été 2013 et qui auraient été arrêtés par les systèmes de défense russes? Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu un épisode... Oui, le 3 septembre 2013, voilà. Où des missiles balistiques tirés depuis la base espagnole de Carthagène, donc base OTAN en Espagne de Carthagène, ont été interceptés par des missiles S-300 à partir de navires russes voguant au large des côtes syriennes. Ces missiles avaient été détectés par un radar Voronezh DM dans la région de Voronezh, justement en Russie, et ils ont été interceptés. Bon, on tient l'information de médias libanais, ça a été confirmé par plusieurs autres médias. C'est une démonstration du fait que les capacités défensives russes sont supérieures aux capacités offensives de l'OTAN. Parce que ils ont tenté, on va dire, c'est une tentation de l'OTAN un peu pour tester ce qu'on a fait. C'est ça. Ouais. Oui, et puis il y avait un plan d'attaque qui devait suivre et qui s'est arrêté. Oui, parce qu'à cause de... Donc c'est vraiment la marine russe Oui, c'est les systèmes de défense anti-aérienne russes qui ont arrêté ça. Oui. D'accord, donc c'est extrêmement efficace, quoi. Est-il vrai que c'est vrai qu'on peut parler de matériel obsolète concernant les Patriotes et autres armes américaines? Les Patriotes, bon, ils sont anciens, mais les S-300 également, mais ils sont remis au goût du jour en permanence. Ils sont améliorés, l'informatique, le système de guidage, la propulsion. À partir d'une même cellule de départ, on améliore progressivement. Le S-300 date du début des années 80. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Alors le S-300 a quand même cet avantage sur le Patriot, c'est qu'il part à la verticale. Alors que le Patriot est sur des rampes de lancement qui bougent. Donc il gagne du temps. Le Patriot doit se mettre dans l'axe de la menace avant de tirer, alors que le S-300 part tout de suite à la verticale et ensuite il va vers la menace. Et ensuite il va vers la menace, d'accord. Enfin bon, ça c'est un petit détail. Oui, quand même à savoir. On me parle aussi, c'est vrai, des F-35. Qu'est-ce que alors, ces fameux F-35, qu'est-ce qu'ils sont efficaces? Alors le F-35 est un échec technologique cuisant, technologique et financier. Cet avion remplit aujourd'hui à peu près 5% des missions opérationnelles pour lesquelles il a été développé. C'est un échec. Les Américains sont obligés de prolonger la durée de vie des A-10, qui sont les avions d'attaque au sol, de support aérien, et parce que justement le F-35 ne peut pas remplir cette mission. Donc les Américains, après avoir été leaders dans le domaine des avions de combat au cours des années 70 et 80, ont tout simplement loupé la marche de la 5e génération d'avions. Aujourd'hui, le F-22 est un échec opérationnel et technique, et le F-35, pire encore. Mais comment ça se fait? C'est quoi? Ils sont devenus mauvais? C'est pas ce qui s'est passé? Non, ça tient à la façon dont ils sont fabriqués. Les programmes qui ont été un succès aux États-Unis ces dernières années, le F-117, le B-2, sont des programmes secrets au départ. Sont ce qu'on appelle des black programs. Les Américains ont toujours des programmes secrets en développement. Et ces programmes, donc, évidemment, sont le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, c'est l'État.
Donc là, il y a un seul commandeur. Et donc ça marche. Dans le cas du F-35, dans le cas du F-22, ce sont des programmes dont la responsabilité est disséminée au travers de différentes sociétés, parce que chaque sénateur veut avoir sa part du gâteau, et si bien qu'il y a une mauvaise coordination, et au résultat, ça ne marche pas. Il y a eu des échecs cuisants par le passé, des échecs technologiques cuisants qui relèvent des mêmes causes. Par exemple, l'accélérateur de particules, vous vous souvenez que dans les années 90, les Américains avaient pour projet un accélérateur de particules plus grand encore que celui du CERN. Ce programme a été un échec parce que justement, ils ont développé toutes les technologies en parallèle et au bout du compte, ça ne couchait pas ensemble. Et c'est ce qui se passe avec le F-35, c'est ce qui s'est passé avec le F-22. Il y a eu des défauts de conception énormes qui font que ce sont des échecs. Donc en fait, cela tendrait à prouver qu'en matière de programmes importants, et d'ailleurs, petite parenthèse, ça a failli être le cas pour l'A380, puisqu'il y avait des logiciels allemands et français qui ne couchaient pas ensemble. Ça a été réglé au dernier moment. Cela tendrait à démontrer que, en matière de programmes importants, le public est beaucoup plus efficace que le privé. C'est une démonstration éclatante. Ah, d'accord. C'est vaut mieux comme ce que dit la fameuse phrase de Gaulle, quand il n'y a pas un peu d'État, c'est là je suis en lit. Exactement. Il faut toujours mettre un peu d'État. Surtout dans des programmes stratégiques. D'accord. Alors, on me pose la question. Bonsoir, colonel Chamagne. Pouvez-vous faire un point sur les groupes d'élite de l'armée française, BFST, BFS, Légion étrangère? On nous les présente souvent comme des modèles qui forment même à l'étranger. Voilà, on nous les présente souvent comme des modèles qui forment même à l'étranger. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a voulu dire. Sont-elles toujours en pointe? Ces nombreuses formations constituent-elles un risque de voir s'échapper ce savoir-faire? Comment ces groupes sont perçus? Oula, alors là, je suis très moyennement compétent en la matière. Il est vrai que les unités d'élite de l'armée française, telles que la Légion étrangère et certains régiments spécialisés, ont une très bonne réputation. Je pense qu'ils la maintiennent, compte tenu du fait que cette réputation repose essentiellement sur des savoir-faire, plus que sur de la technologie. Et donc les savoir-faire, s'ils sont bien transmis, perdurent. Donc tout ce qui repose sur du savoir-faire humain et qui repose très peu finalement sur de la technologie peut être préservé. Donc je dirais que oui, je pense que les unités d'élite de l'armée française, en particulier de l'armée de terre, puisqu'on parle de la Légion étrangère et de ce type de régiment, sont toujours très efficaces. Oui. D'accord. Alors on me dit, bonsoir mon colonel, auriez-vous une idée de ce à quoi pourrait ressembler une guerre dans le futur? C'est vrai qu'on se dirige vers quoi, effectivement, parce que, bon, pour tout dire, on voit ces images, on se projette avec des guerres de robots, de plus en plus les exosquelettes et compagnie, etc. Tout ça, on sait que c'est des fictions un petit peu, mais enfin, est-ce que c'est vraiment des fictions? Comme je l'écris dans mon livre L'art de la guerre aérienne, comme je le démontre dans ce livre, la supériorité de l'information est le préalable à la supériorité aérienne, qui elle-même est le préalable aux actions de terrain, aux actions de surface, sur terre et sur mer. Si je devais imaginer un scénario dans le futur, un scénario, une imagination, imaginez par exemple qu'un groupe de hackers extrêmement pointus arrive à percer les systèmes d'armes de l'ennemi et arrive à mettre un virus dans les missiles ennemis, virus qui dit mise à feu égale autodestruction. C'est-à-dire que quand l'ennemi tire son missile, ce missile explose à la mise à feu. Là, ce serait un scénario de guerre par l'information, par les mathématiques, par le fait d'être capable de percer, de rentrer dans l'informatique et dans les systèmes ennemis. Ce pourrait être un scénario. Je pense que la probabilité pour le futur d'une guerre qui soit gagnée de cette façon, par la supériorité de l'information, par la supériorité des mathématiques, cette probabilité est non nulle.
D'accord. Et elle augmente en plus avec Elle augmente de technologie, plus on va... Plus les systèmes, on l'a bien vu avec l'affaire des Iraniens qui ont détourné des drones ultra sophistiqués américains. Ouais. Tous ces composants militaires qui reposent sur la technologie reposent sur les communications. Un drone, ça n'est qu'un engin piloté de l'extérieur. Et les ordres de pilotage transitent par des lignes de communication qui passent par satellite ou des choses comme Forcément, ça. Voilà. Et donc ces informations qui transitent sont interceptables et sont virusables. Donc plus on entre... Vous savez, le patron du centre de guerre électronique de Moscou a déclaré récemment, après l'affaire des Sukhoi 24 sur le croiseur Hook en mer Noire, en mer Noire, a déclaré la chose suivante: plus un système est complexe, plus il est facile à brouiller. Et c'est une réalité, parce qu'un système complexe repose sur les communications entre les différents éléments du système. Donc si on intercepte les communications, et si on est capable de les polluer, même pas de les détruire complètement, mais simplement de les polluer, d'induire des biais, eh bien la synthèse devient très difficile à faire. C'est probablement ce qui s'est passé, ça s'appelle du brouillage de suppression. C'est probablement ce qui s'est passé avec cette affaire des Sukhoi 24 équipés d'un conteneur de guerre électronique qui ont survolé le Donald Hook. Et puis qui s'est retrouvé aveugle, c'est ça, le bateau américain qui était équipé du système Aegis, prétendument le plus efficace du monde en termes de défense antiaérienne, ne les a pas vus venir, ne les a tout simplement pas détectés. Le système le plus simple, pour illustrer ce que je vais dire, je vais parler du système le plus simple. Le système le plus simple est composé de deux éléments. On va prendre le cas des missiles, des systèmes de défense antiaérienne des années 70, qui étaient composés d'un radar de surveillance qui tourne très vite et qui détecte dans un rayon adéquat sur 360 degrés les menaces. Quand le radar a détecté une menace, il donne l'information au système de missile, qui lui est équipé d'un radar très directionnel, qui se cale dans la direction que lui indique le radar de surveillance et qui accroche, qui se verrouille, qui se fixe sur la menace et qui tire son missile. Si vous arrivez à brouiller un tout petit peu le radar de surveillance, à induire par exemple une erreur de 5 degrés dans l'azimut, ça suffit pour qu'au moment où le pointeur, le radar de tir, qui lui a un pinceau radar très étroit, se pointe dans la direction indiquée, il n'y a rien en face. Donc il suffit d'un peu de brouillage pour que le système soit aveugle, soit inefficace plus exactement. Et quand vous prenez un système encore plus complexe, qui possède plusieurs éléments en interaction les uns avec les autres, eh bien il est facilement brouillable par une simple perversion, même pas un gros brouillage, mais une simple perversion des informations qui transitent à travers le système. Donc le tout technologie, ça possède une grosse vulnérabilité. D'accord. Oui, parce que ça veut dire que finalement, donc c'est pour ça qu'un pays comme l'Iran, qui n'a pas le budget de l'armée américaine, mais pourrait mettre en déroute finalement des systèmes très complexes de communication. S'ils ont une armée de mathématiciens extrêmement doués, extrêmement performants, ils peuvent, oui. Vous savez ce qu'a disait Einstein? Il disait: je ne sais pas à quoi ressemblera la prochaine guerre, mais je sais que la suivante se déroulera à coups de cailloux. Excellent, effectivement. Oui. Alors évidemment, on me cite la phrase de Mitterrand dans son testament: Mitterrand, la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique, etc. Sans mort, une guerre à mort. C'est vrai, bon, tu l'as expliqué tout à l'heure, pour toi, il le dit après, il le dit trop tard, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait dû nous le dire avant, c'est ça. Il aurait dû surtout faire en sorte que ça ne se passe pas. C'est-à-dire résister et ne pas se soumettre. Parce qu'il n'a pas fait... Moi, alors, je me rappelle une petite action, bon, c'est pas grand-chose, mais il avait empêché le survol de la France quand les Américains avaient voulu bombarder la Libye de Kadhafi en 86. En 86, voilà, en disant, j'empêche, puis ça avait fait, les Américains n'étaient pas contents, évidemment, en disant, oui, c'est quoi cet allié encore qui nous fait des petites... qui nous savonne la planche. Bon, il n'a pas... Par exemple, la guerre en Irak, il y a été, quoi, la première guerre du Golfe, il n'a pas pu s'opposer. Alors clairement, la France, on se demande un peu ce qu'elle fait dans cette affaire. Puis en plus, on envoie nos avions, tout ça, on est très opérationnel dans cette guerre.
dans la première guerre du Golfe? Oui, on a participé, oui. On a participé, ouais. Ouais. Mais à faible dose quand même. À faible dose quand même, Ouais. c'est pas... Ouais. ouais. Parce que c'est bon, de toute façon, en général, quand il y a l'armada américaine, de toute façon, Ouais. c'est eux qui arrivent avec les Nous gros... étions une caution politique. Voilà, on est encore une caution, voilà. Alors, on me dit, dans une situation où les armées alliées sont à la botte de la politique américaine, est-ce que le grade de colonel est équivalent entre un colonel français et un colonel US, ou entre un colonel allié et ennemi, ou existe-t-il des ordres spécifiques de commande? Un grade est un grade, Ouais. mais ce qui compte, c'est le fait que les postes de la chaîne de commandement qui sont décisifs, qui sont importants, sont de toute façon tous tenus par les Américains. Donc les ordres sont américains. La façon de se battre est américaine, la doctrine est américaine. Donc, après, C'est qui le plus haut gradé en France? c'est le chef d'état-major des armées. C'est le état-major des armées. Et lui, donc, il obéit à un commandeur américain, c'est ça? Non, le chef d'état-major des armées n'obéit pas à un commandeur américain, il obéit au chef de l'État. D'accord. Mais le chef de l'État, lui, bon, c'est encore autre chose. Alors on me dit, que pense le colonel des armes à neutrons, des armes modernes qu'utilisent les militaires? Et est-ce que la France possède ce type d'armes? Alors c'est vrai qu'on a vu récemment une image, je sais pas, j'imagine que tu l'as vu aussi, au Yémen, on a vu une espèce de bombe, Bombe à neutrons. pas de oui. bombe à neutrons. Voilà, On a c'est dit que pas- c'était une bombe à neutrons, Ouais. oui. Alors la bombe à neutrons, en fait, c'est une bombe nucléaire dont l'effet principal est l'émanation de neutrons. C'est-à-dire que dans une bombe nucléaire, il y a trois effets. Il y a l'effet mécanique, de souffle, l'onde de choc détruit, se propage et endommage tout ce qui se trouve sur son chemin. D'accord. Il y a l'effet thermique, par le flash, que produit la bombe nucléaire, et puis il y a l'effet des radiations. Contrairement à ce qu'on croit, l'effet des radiations est de 15% par rapport à l'effet total physique d'une bombe nucléaire. Le principal effet, c'est l'effet de souffle. Ah d'accord. Une bombe à neutrons, c'est une bombe dans laquelle c'est l'effet des radiations qui est privilégié par les neutrons. Donc ça ne détruit pas, ça ne détruit pas beaucoup les infrastructures, mais ça tue les hommes, les êtres humains. Tout ce qui est organique, quoi. C'est ça, tout ce qui est organique. Alors, à ma connaissance, on a arrété les... Nous n'en possédons pas, la France ne possède pas de bombes à neutrons. Même pas caché. Non. Je pense pas. C'est pas notre... Non, c'est pas notre priorité. On a arrêté, je crois, dans les années 80, on a arrêté les recherches. Et pour ce qui est de notre programme nucléaire militaire, il est toujours, c'est toujours une actualité, c'est toujours... Oui, il y a toujours une loi de programmation militaire, oui, Ouais. qui se réduit comme peau de chagrin. Mais il y en a toujours une. Oui, parce que historiquement, c'est pareil, les Américains n'étaient pas très d'accord avec cette histoire que la France possédât sa propre force nucléaire. Ouais. Oui, mais ils nous ont aidés quand même. Ah, ils nous ont aidés quand même, d'accord. Oui, parce que de toute façon, ils savaient que De Gaulle le ferait, donc... D'accord. Puis bon, ça ne servirait pas contre eux, a priori. Toujours plein de questions. On me dit bonsoir colonel, vous venez de vous exprimer sur le fait que nos armées soient de plus en plus désarmées. Qu'en est-il des nouvelles technologies d'armes à distance téléguidées? Alors effectivement, on parlait par exemple des drones, de ce genre de choses. On est quoi? On est un peu en retard, nous, sur ces technologies? Oui, nous, en matière d'équipement de drones, oui, nous sommes un peu en retard sur les États-Unis et Israël, qui sont les pays en pointe dans ce domaine. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Le drone a des qualités, il a aussi une grande vulnérabilité qui est son système de transmission. Donc oui, c'est pas forcément... Ça n'est pas forcément la panacée. Ouais. Parce que par exemple, un avion avec un pilote, là par contre, pour le faire atterrir, ça c'est plus compliqué, ça peut aussi se faire de façon informatique, ça c'est... Enfin, on peut viruser, ouais, voilà. On peut mettre des virus. Hein, bon. Et le forcer à atterrir, c'est-à-dire en non, c'est trop compliqué, quoi. Non, c'est trop compliqué. Je pense. Ah ouais, beaucoup trop compliqué. Alors qu'un drone, effectivement, comme tout est basé là-dessus... Tout le système de pilotage est à l'intérieur du drone, et les ordres de pilotage lui arrivent par des canaux de transmission. D'accord. Et tout à l'heure, justement, je posais la question quand même, mais les exosquelettes, tout ce qu'on voit, ça, c'est des vraies technologies qu'on va voir. Je pense que c'est un peu un mythe technologique. Il y a des mythes comme ça. Vous savez que dans les début des années 60, les Anglais ont cessé de développer des avions de défense aérienne. Ouais. Ils pensaient que les systèmes de missiles antiaériens suffiraient pour protéger la Grande-Bretagne. Et puis, en fait, ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas, c'était pas suffisamment fiable. Et ils se sont remis ensuite donc ils ont perdu du temps, ils ont perdu une dizaine d'années
dans la recherche et développement des avions de combat. Il faut se méfier du tout technologisme. La technologie est importante, ce n'est pas ce que je dis. En particulier en matière aérienne, la technologie est très importante. Et il y a un lien très fort entre l'efficacité de l'arme aérienne et la technologie. Mais il faut se méfier du tout technologie quand même. D'accord. Ouais, parce que ça peut nous emmener et puis, vers le détournement. Alors on me dit, bonsoir colonel, quel est l'état d'esprit du corps militaire français actuellement par rapport à la gestion politique militaire du pays? Y a-t-il des mécontentements au sein des hauts cadres de l'armée française? En avez-vous des échos? Alors j'ai peu d'échos, mais d'après les échos que j'ai, je crois savoir que dans les bas grades, il y a un gros mécontentement parmi les sous-officiers, les militaires du rang et les officiers subalternes jusqu'au grade de capitaine. Donc les gens qui sont sur le terrain en fait, il y a un gros mécontentement. Au niveau des officiers supérieurs, il doit y avoir une forme de schizophrénie, puisque ce sont des gens qui sont en intermédiaire. Ils viennent juste de quitter les unités combattantes, donc les unités de terrain. Ils s'apprêtent donc ils sont en état-major, ils s'apprêtent normalement à devenir général pour certains. Ouais. Et donc il doit y avoir une grosse schizophrénie. Et je pense que pour les généraux, il n'y a plus d'état d'âme. Ouais, ils sont perdus. Ils sont dans le moule. Ils sont dans le moule, ouais, d'accord. En majorité, évidemment, il peut y avoir il y a une courbe de Gauss de toute façon. Donc, mais je pense que statistiquement, il y a moins d'état d'âme, beaucoup moins d'état d'âme. Alors, question, on me dit, certains parlent d'une 5e colonne au sein de l'armée française. Qu'en pensez-vous, fantasme ou réalité? Alors, je n'ai pas entendu parler de ça. Oui, moi non plus. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Mais d'une façon probabiliste, je dirais plutôt fantasme que réalité. D'accord. Alors, existait-il des accords militaires franco-libyens établis sous Sarkozy avant que BHL n'intervienne? Que pense le colonel de ce philosophe va-t-en-guerre? C'est vrai qu'on a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Alors, va-t-en-guerre, je suis d'accord, philosophe, je ne suis pas d'accord. Ensuite, des accords militaires, c'est vrai qu'avant que nous commettions ce crime contre l'humanité en Libye, il y avait des pourparlers pour vendre à la Libye des Rafales. Bon, évidemment, ça s'est arrêté. Nous n'avions plus d'attaché militaire en Libye, et puis nous en avons établi un quelques années avant que nous la détruisions. On a du mal à les vendre, ces Rafales, d'ailleurs. Non, on va avoir de plus en plus de facilité à les vendre, je pense, puisque les Américains n'ont rien à proposer en face. D'accord. Puisque le F-35 est un échec, le F-22 est un échec. Mais l'affaire du Mistral, ça ne vous a pas fait mal quand même, cette affaire, d'un point de vue... Oui, mais après, il y a le principe de réalité. Quand un pays veut acheter de l'armement, il voit ce qu'il existe sur le marché. Donc pour acheter aujourd'hui un avion de combat moderne, un pays qui n'a pas de capacité de production autonome d'avions de combat, qui veut acheter des avions de combat modernes, il a le choix entre le Rafale et le Sukhoi 35. D'accord. En gros. En gros, oui. Donc il n'y a plus de concurrents américains, sauf des avions des générations 80, donc qui sont inférieurs, F-16, F-18, F-15. Ouais. Et donc il y a le choix entre le Typhoon, l'Eurofighter n'est pas très très bon, donc il n'est pas très compétitif. Les Anglais arrivent à le vendre à leurs anciens vassaux, mais c'est tout, quoi. Parce que les Américains quand même, il est vrai, et ce qui justement s'est confirmé, ils nous ont quand même sacrément sabonné la planche sur le Rafale. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on a annoncé une vente, immédiatement... Après, il y a le principe de réalité. À partir du moment où ils ne peuvent pas proposer quelque chose en face, quand un pays a besoin tout de suite d'avions de combat, regardez, c'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est ce qui se passe en Inde, peut-être parce que le contrat n'est pas encore signé, mais voilà. C'est ce qui va se passer dans les pays du Golfe. Mais ça effraie pas un peu les pays, cette affaire du Mistral, de se dire la France, c'est pas très sûr. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle va nous vendre, puis après c'est les États-Unis qui décident, parce que dans l'affaire du Mistral, c'est clairement ça. C'est clairement ça, mais dans l'affaire du Mistral, il y avait des concurrents. Je veux dire, la France n'est pas... Enfin, le Mistral est un très très beau bateau, il est peut-être même unique en son genre, mais la donne n'était pas la même. Pour les avions de combat, là, on se retrouve avec un choix très réduit. Et peut-être même que l'armée de l'air américaine va acheter des Rafales, qui sait. Mais si le F-35 ne fonctionnera pas, ne sera jamais opérationnel, tel que c'est parti.
Donc, que vont-ils faire? Leur flotte d'avions est vieillissante. Donc, soit ils relancent la production des F-15 et des F-16 en les modernisant, soit ils achètent, soit ils ont le choix entre le Sukhoi 35 et le Rafale. D'accord. Parce que le F-16 commence à être vieux en plus. Ah oui, c'est un avion qui date des années 70. Cela dit, le système d'armes a évolué. Hein. Oui. Le F-16 actuel n'est pas le même que... la cellule est la même, mais le système d'armes a évolué. Néanmoins, ça reste un avion conçu au début des années 70. Oui, parce que j'ai vu que les Sukhoi, oui, effectivement, les nouveaux étaient particulièrement efficaces, c'est ça? Oui, le Sukhoi 35, oui. Alors, cela dit, les avions russes aussi, ils sont très très efficaces, mais ils ont un défaut, c'est la maintenance. C'est des avions qui sont lourds à maintenir. Bon. Parce que justement, alors ça, la question technique, quand voilà, nous on va fournir, imaginons voilà, des Rafales voilà, à un pays, c'est nous qui assurons justement cette maintenance? Ça fait partie du contrat? Non. Ça dépend des contrats. Dans certains pays, on vend les avions, on vend les pièces de rechange, de toute façon, on forme les personnels. On forme le personnel sur l'avion, les mécaniciens, les pilotes. Et ensuite, une fois qu'ils ont acquis la compétence, ils se débrouillent. Donc c'est forcément politique déjà. Oui, c'est de toute façon, on ne vend pas un matériel militaire comme ça, comme on vend des sandwichs ou des machines à café. C'est la vente de matériel militaire est d'abord politique, et essentiellement politique. Ça, c'est une donnée de base qu'il faut avoir en tête. Puis ensuite, il y a les principes de réalité. Il y a ce qui est disponible sur le marché. Il n'y a pas tant de pays que ça, finalement. Non, il n'y a pas tant de pays que ça. Donc nous, on est quand même plutôt bien placés, en fait, la France. Même si notre industrie est en train de... Oui, mais l'industrie, c'est l'industrie qui a été fusionnée dans le cadre européen. Airbus, qui était anciennement EADS. Mais Dassault est une entreprise autonome. D'accord. Et patriotique, plutôt patriotique. Donc avec le Rafale, c'est une autre paire de manches. Heureusement que nous avons le Rafale. D'accord. Et Thales aussi, Thomson sont des fabricants d'armes aussi? Alors, Thales aussi, je ne connais pas la structure capitalistique de Thales, mais de toute façon, il y a déjà beaucoup de capitaux étrangers dans Thales, je pense. D'accord. Parce que ça aussi, ça fait partie d'une stratégie aussi un peu de... Oui, bien sûr, comme Alstom. Bon. Sauf que là, Dassault, c'est une entreprise française, 100%, et donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, justement, ça c'est une question qu'on a posée aussi, qu'on nous demande souvent. Pensez-vous que certains de nos généraux sont capables de mettre un coup d'État en place pour virer les traites qui nous dirigent? En tout cas, est-ce qu'il y a une possibilité de... Alors, voilà, comme je t'ai dit, je poserai la question parce que c'est une question qui revient souvent et beaucoup de gens pensent à ça et même certains fondent toute une philosophie là-dessus en disant on va être sauvé par un militaire, un général. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait au sein de l'armée, au sein des généraux en activité, des velléités telles que celle-là. Non, je pense pas. Et puis, ce serait compliqué en plus, c'est extrêmement compliqué. Non, parce que clairement, pour dire par exemple un coup d'État, on va dire, voilà, imaginons quelques généraux qui se mettent d'accord. Mais il faut comment ils peuvent faire dans cette chaîne de... Les généraux sont nommés en Conseil des ministres. Donc, bon, évidemment sur proposition des armées. Mais non, je pense pas, honnêtement, ça ne me semble pas crédible. Non. Pas en France en tout cas. Non, pas en France. Certainement dans d'autres pays, mais pas en France. Alors... question aussi, on me dit, pense-t-il que les forces armées en général actuelles peuvent survivre à la disparition des ressources fossiles? C'est vrai que l'armée elle est dépendante énergétiquement. Très dépendante du pétrole, oui. Si demain il y a cette baisse du pétrole, parce que est-ce que c'est pas aussi une clé ça on va dire justement de la stratégie militaire, parce que en gros on coupe les robinets et puis. Alors il peut y avoir des ruptures technologiques aussi. Il peut très bien y avoir une rupture technologique qui fasse qu'on n'ait plus besoin de pétrole pour propulser les avions. Ça pourrait se faire. Je veux dire, la probabilité est non nulle. Des ruptures technologiques, on en a connu par le passé. Donc, mais dans l'état actuel des choses, oui. Indispensable. 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 Par exemple, là, imaginons par exemple, dans le cas, on le sait, c'est une situation sur laquelle on entend souvent parler, le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel passe l'essentiel du pétrole mondial, 40% je crois de la production mondiale. Qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe là.
Mais l'armée, elle a des ressources stratégiques, c'est ça? Elle aura toujours les moyens de fonctionner. Il n'y a pas que le pétrole du Golfe, hein, mais il y en a ailleurs. Il y en a au Venezuela, en Afrique, il y en a un peu partout. Et puis on découvre du pétrole offshore de plus en plus. Mais oui, dans l'état actuel des choses, un blocus du détroit d'Ormuz poserait de gros problèmes. Vous savez d'ailleurs à ce propos que la Chine construit une raffinerie sur la mer Rouge, au large de Jeddah, enfin à peu près à la latitude de Jeddah, en Arabie Saoudite, où il y a un contrat chinois pour construire une raffinerie à ce niveau-là. Donc bon, ils passeront par le détroit de Djibouti, hein, mais que nous contrôlons au passage, d'accord? De moins en moins. De moins en moins, oui, parce que quand on dit nous, c'est en fait, faut penser avec l'oncle Sam, c'est ça. On contrôle plus tout seul, hein, parce que la France, c'est vrai qu'il y a quand même voilà, avec notre présence, on va dire, géographique. C'est un endroit stratégique. Voilà, on a le détroit de Djibouti où on sait qu'il y a une base française ultra stratégique. Il y a Mayotte qui est à l'entrée du canal de Mozambique, la Guyane française, voilà, qui est les Antilles, donc. Pas loin de l'Amérique, je parle même pas de la Polynésie, qui est un énorme espace dans le Pacifique Sud. On a quand même des endroits très 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 stratégiques. Très stratégique. La France est possède le deuxième territoire marin. Marin, oui, voilà. Au monde. Avec grâce en particulier aux archipels de la République situés dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Ouais. Parce que ça, c'est ultra. Quand même, il y a très peu de pays qui ont autant de, j'ai envie de dire, une présence comme ça. Les États-Unis, bien sûr, mais je veux dire, à part les États-Unis, d'autres pays européens. Une grosse présence, oui. Ça, c'est réellement stratégique. Et quand on pense que les ressources halieutiques sont en train de baisser considérablement, que certains biologistes parlent d'un effondrement de l'écosystème marin, nos zones d'exclusivité économique, les ZEE qui vont jusqu'à 200 nautiques en mer, constituent un enjeu stratégique. Et nous serions bien avisés de développer les outils maritimes pour assurer notre souveraineté sur ces espaces. Alors là, j'ai une question, c'est vrai aussi, qui revient souvent. Colonel, peut-on imaginer l'armée française prendre position physiquement contre son peuple sur des ordres de ses politiques? Est-ce que c'est vrai que, en cas, on va dire, d'insurrection, on va dire, est-ce que l'armée française sera, j'ai envie de dire, mise à contribution pour stopper? Alors là, je prends une pièce, je la lance en l'air et j'attends qu'elle retombe pour voir le résultat. On ne peut pas savoir, hein. Non. Parce que c'est vrai que si on demande à des militaires de tirer sur des Français, qu'est-ce que c'est? Ça dépend du contexte. Honnêtement, c'est impossible à répondre, quoi. Mais je pense que s'il fallait tirer sur la foule en France, l'Union européenne utiliserait plutôt la gendarmerie européenne, l'Euro-Gendarme. L'Euro-Gendarme, là, le truc. Comme ils ont fait, paraît-il qu'ils sont stationnés en Grèce, qu'il y a eu une tentative. Alors, Mais non, honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. D'accord. Alors, est-ce que les États-Unis... Oui, je pense que ça, c'est une question qui a été répondue, mais bon, voilà, est-ce que la créature créée par les États-Unis, Daesh, leur a-t-elle échappé comme à Al-Qaïda, hein, Il y a toujours la probabilité de Frankenstein, hein. Ouais. Le scénario Frankenstein. Ce monstre, et puis à la fin, il s'en va tout seul. Le monstre prenne son autonomie. Et ça dépend du contexte. Si la puissance américaine décline brutalement et fortement, ce sera le cas. Imaginons une chute brutale de l'économie américaine, du dollar, parce que l'économie américaine est déjà sur une pente très très descendante, et une chute du dollar, un effondrement du dollar, la probabilité que le monstre prenne son autonomie sera plus importante. Ouais. Parce qu'il faut bien le rappeler, ce budget de l'armée américaine, c'est complètement pharaonique. Donc c'est 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars. Ce qui représente, alors j'avais vu le budget des 25 autres pays derrière, y compris France, Chine, Russie, Angleterre, enfin bon. L'économie américaine ne tient plus que par son industrie militaire, son lobby militaire ou industriel.
Oui, parce que là, c'est de la folie. Parce que à un moment donné aussi, parce que ça, c'est quelque chose bon, qui semble, sur le point de vue géopolitique, même peut-être les Américains, des fois, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, mais quand on a une armée aussi grosse, il faut s'en servir, en fait, c'est ça. Parce qu'une armée dont on ne se sert pas, ça coûte plus cher ou c'est équivalent c'est quoi bah, au départ, la défense nationale, la défense d'une nation, la défense est à la nation ce que les défenses immunitaires sont au corps humain. Donc, une armée bien pensée pour un État-nation a la dimension appropriée. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être trop faible, mais il n'est pas nécessaire non plus qu'elle ne soit trop puissante. Elle doit être adaptée dans une stratégie défensive. Si demain la France recouvre sa souveraineté, la première chose à faire en matière militaire sera de réorienter notre stratégie de défense sur une stratégie défensive et de reconstituer toutes les capacités nécessaires à la défensive avant de passer éventuellement à autre chose. Ce sera la première des priorités pour la défense nationale. Ça veut dire être capable de maintenir la souveraineté de notre espace aérien, de notre espace terrestre et de notre espace maritime. Et on parlait de l'espace maritime tout à l'heure. Là, il y aurait des choses à faire. Ouais. Parce que je pense que nous n'avons pas suffisamment de bateaux. Ah oui, voilà un petit mot sur la marine. Nous n'avons pas suffisamment de bateaux pour assurer la souveraineté de notre espace maritime, en particulier en Polynésie, dans l'océan Pacifique. Ah donc on a des vulnérabilités alors quand on a des failles dans notre armée. Mais je ne pense pas que nous soyons vulnérables à une attaque en Polynésie, mais en revanche, nous pouvons être vulnérables à des bateaux de pêche qui viennent piller les ressources halieutiques à proximité de nos territoires de la République. Et ça, il faudrait pouvoir être capable de le protéger. Ah, d'accord. Parce que l'armée est faite pour protéger le pays. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, oui. Un petit mot justement aussi sur Vigipirate et ces militaires qu'on voit maintenant avec l'idée que dans le public, on soit carrément habitué à voir des militaires accompagnés de policiers un peu partout. Je pense que là, il y a une volonté politique qui vise à habituer, effectivement, comme tu dis, habituer le peuple au contrôle social, avec des militaires dans la rue. Je trouve que c'est purement un scandale. Le Vigipirate a été mis en place après l'affaire du Drakkar, après l'attentat contre le Drakkar au Liban en 83, je crois, 2 ou 3. Et à l'époque, donc, nos forces de police, c'est-à-dire police-gendarmerie, ont dû être augmentées par le soutien, le support de l'armée pour mettre en place ce plan Vigipirate. Ça fait quand même plusieurs décennies que ça dure. On aurait dû, depuis le temps, adapter notre dispositif de sécurité intérieure, police et gendarmerie, à une situation de menace potentielle. Alors, dans le cas de Vigipirate, il y a 2 choses. Donc, le fait que l'armée participe, le fait de voir des militaires en armes dans nos villes, je trouve que c'est un scandale pour une démocratie. Mais bon, comme nous ne sommes plus en démocratie, à la limite, bon. Mais ça fait penser au Chili de Pinochet, si vous voulez. C'est une pure honte. Et la deuxième chose, j'ai oublié. Non, voilà. Alors, on me demande aussi, Monsieur Chaman, que pouvez-vous nous dire sur les munitions à uranium approuvé qui provoquent des dégâts en 2 temps? C'est vrai qu'on entend souvent parler de ce genre d'armes à uranium approuvé utilisées par les Américains en Irak, en Afghanistan. On découvre ça en plus. Le génie humain n'a pas de limite dans le domaine des armements. Il y a l'uranium appauvri, il y a les armes qu'ont utilisées les Israéliens contre la bande de Gaza, là, le phosphore. Bon, tout ça, c'est... Parce que ça, c'est des armes... elles sont indispensables vraiment dans les conflits? Parce qu'on nous a expliqué que c'était pour détruire les blindages. Pour détruire les blindages, oui, c'est plus efficace contre les blindages. Bon, jusqu'où faut-il aller? Oui, parce que c'est des conséquences humaines. Ah oui, terribles, humaines, écologiques. Ça a une rémanence. Alors, évidemment, voilà, la question
sur le F-35, voilà, où on me dit, oui, évidemment, cet avion est une catastrophe technologique, mais tu as largement répondu à cette question. Ah, voilà, on me dit, bonsoir, est-ce qu'il existe un danger pour la France si elle se retire de l'OTAN et quelles seraient les conséquences probables? C'est-à-dire qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on se dit, si on se retire de l'OTAN, les Américains ne nous laisseront pas faire. Alors bon, donc sur la stratégie militaire de la France à mener, j'en ai parlé, recentrage vers une politique défensive et reconstitution d'une défensive consistante et efficace, avec toutes les capacités afférentes. Sur le fait que les Américains puissent s'y opposer, bien sûr, ils nous mettront dans les bâtons dans les roues, mais là encore, ça dépendra de la situation géopolitique globale. Si nous retrouvons notre souveraineté avant que les Américains aient chuté complètement, il y aura, oui, des manœuvres des Américains pour nous mettre des bâtons dans les roues, c'est clair. Si ça se passe d'ici 4-5 ans, au moment où le nouvel ordre mondial multipolaire sera à peu près en place, là, le danger sera moindre. Ouais. Ça tout dépendra en fait de l'environnement. Tout dépendra de la situation géopolitique globale. D'accord. Puisque évidemment, si les Américains sont affaiblis, bon, ils auront peut-être moins les moyens de pouvoir rétorquer. Mais clairement, ça leur plaira pas quand même. C'est pas non plus. Oui, mais de toute façon, un scénario quand le système s'effondrera, tout partira en déliquescence. Hein. On a vu ce qui s'est passé en URSS. Ouais. D'abord, c'est l'URSS, c'est le pacte de Varsovie qui s'est déconstruit, et puis même l'URSS, c'est-à-dire les républiques incluses dans l'URSS, elles-mêmes ont pris leur autonomie. Donc quand un système fait défaut, quand le système s'effondre, c'est tout qui s'effondre, c'est tout qui part en vrille. C'est comme une avalanche. Une fois que l'avalanche est déclenchée, rien ne l'arrête. Et un effondrement, c'est comme ça. Une fois que l'effondrement est parti, rien ne l'arrête. Donc il se pourrait très bien que l'effondrement, entre guillemets, de cet empire américain passe par justement la défection de certains pays, puis ensuite que tout partira en vrille. Tout partira en vrille. Alors on me demande effectivement, j'avais vu une question sur le mon colonel, pas moi, parce qu'il dit mon général. Non, bon, c'est bon. T'as monté d'un grade. Que pensez-vous de l'initiative visant à créer un OTAN arabe sous commandement israélien et dont la première cible est le Yémen, comme le développe évidemment Thierry Messant, qui nous expliquait ça, que l'affaire du Yémen est une façon de créer une espèce de sous-OTAN régional avec l'Arabie Saoudite et Israël. Bon, la même réponse que précédemment. Cette initiative ne tient pas la route au regard de l'évolution de la géopolitique mondiale et du basculement des forces. D'autant que on voit que l'Arabie Saoudite se tourne de plus en plus vers la Chine. Non, je pense que là encore il s'agit d'un fantasme. Il s'agit des dernières cartouches que l'Empire tire pour consolider. C'est une façon, en fait, c'est un aveu de faiblesse. C'est une façon d'externaliser leur domination. On n'est plus capable de le faire nous-mêmes, donc on va confier la tâche à d'autres. Mais ça ne tient pas la route. Ça tient pas la route parce qu'il n'y a pas les conditions géopolitiques pour ça. D'accord. Alors, on me demande aussi, en parlant d'obsolescence, que penser des survols de drones sur les centrales nucléaires? C'est vrai que c'est quoi? C'est un danger? Parce qu'on a beaucoup entendu parler de ça, mais est-ce que c'est vraiment dangereux? Je ne sais pas. Je pense pas. Un drone, c'est un petit engin. Ouais. Et normalement, les centrales nucléaires sont conçues pour résister au crash d'un avion de ligne. C'est comme ça qu'elles ont été conçues. Donc normalement. Bon, je pense pas que les drones. Non, c'est plus faire peur. Des gens qui s'amusent, pour agiter un peu la population. Pour agiter le peuple avant de s'en servir. Ouais, comme il disait, c'est Talleyrand, je crois. On me dit, à votre avis, qui profite réellement de la déstabilisation du Moyen-Orient, car il semble évident que ce n'est pas dans l'intérêt des USA ni de l'Europe. Ça reste à démontrer. Oui, non, mais l'intérêt des USA est de détruire tous les États autonomes.
de semer le chaos partout pour pouvoir ensuite piller les ressources. Donc l'intérêt des USA n'est pas d'avoir un monde stable. Ils se nourrissent de la guerre, ils se nourrissent du chaos. Tout État-nation autonome, capable de décider par lui-même de son destin, est un ennemi des Américains. C'est un danger. Voilà, par exemple, un Irak souverain, c'était un danger pour les Américains. Voilà, ils préfèrent largement cet Irak déstabilisé une dans Libye, le chaos. oui, il n'y a qu'à voir les cartes de remodelage du Moyen-Orient. Non, c'est pas. Voilà, une Libye complètement démantelée sur laquelle on peut. L'objectif n'est pas d'apporter la démocratie ailleurs. L'objectif est de détruire les États-nations. Alors. Oui, alors il y a l'histoire aussi vraie du FAMAS. On me dit heureusement que nous n'avons pas de troupes au sol car bientôt nos soldats tireront au lance-pierre car plus de FAMAS en a retenu un autre fusil. C'est vrai qu'on a changé le fameux fusil mythique de la France. C'est le prochain. Le fusil d'assaut qui va remplacer le FAMAS sera de construction étrangère. Étrangère, ouais. Bon, bah c'est un abandon. Stratégiquement, c'est quand même pas terrible, non? C'est nul, quoi. C'est un abandon. Ça va avec le reste, ça va avec l'abandon de notre industrie de défense. C'est dans la continuité de la trahison de nos dirigeants depuis plusieurs années. D'accord. Un peu comme j'avais vu que le système informatique utilisé par l'armée était sous Windows en France, oui. Alors que les Américains utilisent Linux. L'armée américaine n'utilise même pas. Ça aussi, c'est une aberration. Dans les années 96-97, j'avais dit à un général de l'armée de l'air, utiliser Windows aujourd'hui dans le monde de l'information qui se développe, c'est comme si on avait, en 1936, fait fabriquer nos chars de combat par l'Allemagne nazie. D'accord. Il a fallu apprécier peut-être. Non, ça il avait pris. Non, ils étaient habitués à mes remarques iconoclastes, mais ouais. Non, je le pense toujours. D'accord. Bon, pour moi, les choses sont claires. On me demande aussi, alors, quel est le point fort militaire de la France aujourd'hui? C'est quoi est-ce qu'il en reste un, le point fort? Je pense que le point fort militaire de la France aujourd'hui, c'est son savoir-faire. C'est avant tout les hommes. D'accord. Il y a, d'un point de vue technologique, il y a le Rafale pour les avions. Il y a les bateaux, la DCN. Bon, l'armée de terre s'est pliée puisque Dexter a fusionné avec KMW ou va fusionner avec KMW. Donc, mais le point vraiment fort de notre défense, ça reste les hommes. Ça reste le peuple. Et c'est rassurant, quelque part. Parce que finalement, les hommes, c'est le peuple. Quand je dis les hommes, c'est avec un grand H, c'est les hommes et les femmes. Et c'est notre capacité à transmettre nos savoir-faire. D'accord. Voilà. Parce qu'on m'expliquait, alors, je ne sais pas si tu pourrais nous dire un petit mot là-dessus, c'est un militaire qui me disait qui m'expliquait qu'en fait, aujourd'hui, l'armée, dans sa politique de recrutement, ne cherchait plus des gens qui affichaient des opinions patriotiques, mais plutôt des sportifs, des gens qui cherchent l'aventure. D'ailleurs, on voit souvent ces clips de propagande un peu où on nous dit venez vivre une double vie dans l'armée, etc. Est-ce que c'est vrai qu'il y a ce changement de profil du militaire aussi? Je ne connais pas la politique de recrutement. Chaque armée a sa politique de recrutement. La politique de recrutement de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ne sont pas les mêmes. Ah d'accord. Donc déjà, il n'y a pas d'unité à ce niveau-là. Quand bien même, une fois que vous êtes militaire, vous êtes dans un esprit de corps, vous êtes dans un corps, et vous faites partie de ce corps, et vous êtes donc dans l'esprit du corps. Et donc... c'est un peu à la tête alors que ça se joue, c'est ça? Non, je dirais... Je ne sais pas si c'est si grave. J'ai du mal à évaluer. J'ai du mal à évaluer à quel niveau ça se situe. Mais par exemple, dans l'armée de l'air, ils cherchent à des gens plus patriotiques ou ça fait pas tellement partie du... Non, on recrute des gens sur des capacités techniques, beaucoup, parce que l'armée de l'air est une armée technique. Mais de toute façon, une fois qu'ils vivent sur une base aérienne, qu'ils travaillent sur une base aérienne, ils sont dedans, quoi. Et ils subissent, entre guillemets, je dirais plutôt, ils bénéficient de la, comment on appelle ça, de l'esprit d'entreprise, de l'esprit de l'entreprise armée de l'air, du corps social de l'armée de l'air. Donc, d'accord.
Voilà, les choses sont claires. Bah, on arrive à la fin, je vais prendre les dernières questions. Oui, dites-nous si les soldats ont reçu le sol ce mois-ci. Alors on sait que tous qu'il y a eu le système Louvois, qui est une catastrophe. À part visiblement les militaires attendent leur paye, il y a des problèmes pas possibles. Bon, je ne sais pas s'il y a toujours des problèmes, je crois savoir que oui quand même, puisque sur internet j'ai vu des mouvements de femmes de militaires en opération qui manifestaient. Oui, c'est une catastrophe. Je me demande même s'il n'y a pas un sabotage. Ah oui, à ce point-là, ouais, parce que tellement c'est gros, quoi. Tellement ça fait longtemps que ça dure. Ouais, en plus, oui. Ouais. Normalement, ce problème informatique devait être résolu en 6 mois. Enfin, c'est quand même pas compliqué de faire un gros système informatique. Les banques ont des gros systèmes informatiques. Les autres administrations aussi. Les autres administrations aussi. Faire un système de solde, ça ne me paraît pas. Oui, parce que là, on parle pas d'un système de défense, c'est juste pour payer les gens. Pour payer les gens. Je veux dire, en France, nous avons de bons informaticiens, même parmi les meilleurs. Donc, je ne comprends pas, vraiment. D'accord, une affaire effectivement qui nous a beaucoup secoué. Allez, une petite dernière question, on me dit, pensez-vous qu'il y a encore des technologies cachées par l'armée française? C'est vrai que l'armée, elle a toujours des avances technologiques. On en a encore, nous, franchement, une avance technologique militaire par rapport aux civils, oui, on doit en avoir, mais je ne vois pas trop dans quel... Enfin, dans des domaines très spécifiques. Est-ce qu'il y aura des retombées civiles? Probablement. Je ne suis pas très au fait de ces choses-là. Je veux dire, j'aurais pu répondre à cette question il y a 15 ans, mais aujourd'hui, ça relève un peu des choses cachées. D'accord. Allez, une dernière. On me dit un mot sur le projet Aurora B2. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement. Aurora B2 ? Ouais, Aurora B2. C'est quoi? Je ne sais pas s'il s'agit peut-être d'avion, je ne sais pas. B2, non? B2, je vois un bombardier américain, le B2. Ouais. Aurora, ça ne me dit rien. D'accord. Bon, on n'est pas au courant, mon cher. Effectivement, en tout cas, Steph, attention à l'orthographe. T'as parfaitement raison, hein, parce que je craignais, j'avais prévenu en début, attention, parce que en fait, les questions s'affichent. Nous, on le voit pas, mais elles s'affichent à l'antenne. Alors, l'orthographe lamentable, il faudra nous pardonner. Hein, et là, heureusement, vous avez beaucoup de chance. J'ai pas sorti mon fouet aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, colonel, d'être venu ici. C'était un plaisir, un régal pour nous tous. Merci à vous. Et je pense que c'est un régal aussi pour tous les métanautes et un régal pour la régie. Voilà, il vous fait des grands sourires parce que évidemment on a appris beaucoup de choses ce soir et pour tous ceux en tout cas qui n'auront pas vu ces images, vous pourrez les voir sur le site qui seront disponibles bientôt. Et merci beaucoup. Et merci à vous. Revenez quand vous voulez, tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Eh ben merci beaucoup. Et nous, je n'aurai qu'une chose à vous dire, vous savez très bien, si vous étiez là ce soir avec nous, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao.